Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média pour cette autre édition d'Appel sur le continent consacré au Mali. Il y a quelques jours, le président français Emmanuel Macron, aux côtés de Charles Michel, aux côtés du président sénégalais Macky Sall et également du président ghanéen Nana Akufo-Addo, annonçait le retrait de la force française Barkhane du Mali, également des partenaires européens Takuba, également présents au Mali. Quelques heures après, le gouvernement malien avait réagi en annonçant un retrait imminent d'après le gouvernement, le porte-parole du gouvernement, le colonel Maïga. Le président Emmanuel Macron avait estimé que le départ de ces forces-là se ferait entre 4 et 6 mois. La réponse du gouvernement malien a été un départ dans l'immédiat. C'est donc à cette annonce que le mouvement Yéréwolo, debout sur les remparts, a donc mobilisé une fois de plus le peuple malien qui est sorti samedi pour manifester sa joie en ce qui concerne le départ des forces françaises et européennes du Mali. Nous parlons donc de cette actualité avec vous et nos invités dans cette nouvelle édition d'Appel sur le continent. Appel sur le continent, c'est votre émission, chers invités, l'émission des téléspectateurs. Pour commenter donc ce sujet malien, nous sommes avec vous, Monoko Toali, vous êtes notre correspondant permanent du côté de Bamako. Bonsoir et bienvenue, Monoko. Bonsoir Junior, bonsoir aux milliards de téléspectateurs de la puissante télévision panafricaine d'Afrique Média et tout le plaisir pour moi de vous retrouver encore ici sur le plateau pour pouvoir échanger sur l'actualité concernant le Mali. Merci à vous, Monoko Toali, d'avoir répondu présent à cette invitation. Également avec nous sur le plateau, Issouf Sirima, activiste panafricaniste du côté du Burkina Faso. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère et bonsoir à tous les techniciens, en tout cas les professionnels d'Afrique Média, la télévision panafricaine. Bonsoir à tous les téléspectateurs de notre télé et merci pour l'honneur que vous nous faites ce soir d'intervenir sur cette situation et du monde et en Afrique en particulier. Merci. À vous, cher monsieur. Également avec nous, Drissa Meminta, membre du mouvement Yéréwolo, debout sur les remparts. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Eh bien, le temps que tout se mette en place de l'autre côté avec Drissa, on va également dire bonsoir à notre géopoliticien Luc Michel, qui est en direct de Bruxelles. Bonsoir Luc Michel. Bonsoir à tes invités, aux téléspectateurs. Une remarque tout de suite parce qu'elle est importante. Cessez de dire les Européens à propos de Takuba. Ce sont les pays de l'OTAN qui en 2011 ont été détruits aériens de Kadhafi. Merci à vous également, Luc Michel, pour cette intervention. Eh bien, et peut-être avec le concours de la réalisation, on va prendre un peu le pouls de ce qui s'est passé du côté du Mali, ces manifestants qui étaient nombreux, venus sur les nombreuses places de la capitale, célébrer le départ de ces forces étrangères de leur territoire. On va prendre un peu le pouls, regarder ce qui s'est passé et revenir sur le plateau pour en parler avec vous.
Merci à la réalisation. Retour donc sur le plateau avec nos invités pour continuer de parler de cette actualité malienne. Eh bien, Monokoto Ali, on va débuter bien sûr avec vous qui êtes en direct du côté de Bamako, vous qui avez vécu de près, vous avez touché du doigt la réalité de ce côté-là. Est-ce qu'on peut dire, contrairement à ce qui se dit depuis quelques jours, que cette mobilisation du mouvement Yerewolo était un succès? Oui. Il faut dire ici que c'est un plein succès de la population malienne, des citoyens autonomes, libres du Mali, qui ont bien voulu décider d'orienter, pour ne pas dire réorienter, le sort de leur nation. Et de ce point de vue, ils ont mis dans la balance la souveraineté. L'équation de la souveraineté qui ne se discute pas. Aucun pays au monde ne peut nier ce principe. Dès lors, il y a donc une volonté manifestée par la population souveraine, le peuple souverain, et qui soutient ici les autorités de la transition. Une symbiose qui justifie l'engouement que suscitent justement toutes les manifestations. Ce n'est pas la première d'ailleurs. Il y a eu plusieurs manifestations qui ont eu lieu ici et qui ont vraiment reçu l'adhésion populaire. Je dis bien l'adhésion populaire, donc c'est un franc succès. Franc succès, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'hypothèse de la souveraineté est une hypothèse soutenue et défendue par tous. Ce n'est pas tout seulement au niveau étatique, ce n'est pas simplement au niveau de la direction de la transition, mais ce sont les vœux du peuple malien pour dire qu'il est temps de s'auto-gérer. Donc la question de la crise qui mine ce pays depuis très longtemps, pour ne pas dire depuis 2012 jusqu'aujourd'hui, le Mali a donc pensé qu'il était indiqué de gérer l'équation de sa crise. Évidemment avec des partenaires, mais que les partenaires comprennent le Mali dans son orientation, dans son appréciation de l'équation qui est celle de la sécurité qui est mise à mal par les groupes terroristes et djihadistes qui, aujourd'hui, ont fait du tort aux régions. Il y a donc ici lieu de dire que la manifestation d'avant-hier a été un franc succès. Luc Michel, il faut donc dire, cher Luc, que les officines ont donc commencé leur travail depuis samedi soir déjà. On parlait, quand on fait le tour des médias occidentaux, d'une manifestation ratée de la transition qui aurait perdu le soutien du peuple. On a eu également la réaction de l'ambassadeur de France du côté de la Côte d'Ivoire qui parlait également d'une manifestation ratée. Luc Michel, les officines ont été une fois de plus mises en déroute par le peuple malien. Écoutez, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, il a insulté les Maliens et il a insulté les jeunes Maliens, mais il est vrai qu'en déstabilisation d'un pays, il s'y connaît. RFI est encore été plus loin. Il a dit que la manifestation de Bamako était un échec, mais il a annoncé qu'une manifestation en fait anti-française au Burkina Faso était une manifestation pro-Barkhane. On est dans le monde du mensonge. J'ai dit que les médias occidentaux, c'était l'empire du mensonge, mais c'est la vérité. Ce jour-ci, bien entendu, nous avons Jeune Afrique qui lance un grand dossier. Après Wagner en Centrafrique, c'est Wagner au Mali. Ces gens-là mentent également dans un autre dossier, c'est l'Ukraine. En Ukraine, c'est la Russie qui est, évidemment,
celle qui est attaquée, ce sont les populations russophones du Donbass qui sont bombardées et on dit que c'est la Russie et l'agresseur. Mais que ce soit en Ukraine ou au Mali, les Occidentaux ont ce qu'ils ont mérité. Au Mali, les Français s'en vont dans le déshonneur. Ils sont chassés au lieu de partir dans de bonnes conditions. Il y a 2 ans, Marc-Antoine Pérouse de Monclos posait la question où il disait « L'important, c'est pas de savoir quand nous allons partir, mais comment et dans quelles conditions. » Et en Ukraine, le Conseil de sécurité russe vient de se réunir. Le vice-président Dimitri Medvedev, la majorité des députés de la Douma demandent la reconnaissance des républiques russophones de Donetsk et de Lugansk. C'est tout ce que les Occidentaux vont obtenir. Face au mensonge, le bloc de l'Est et ses alliés africains, c'est le camp de la vérité. Luc Michel, pour cette autre intervention, eh bien, il faut dire que depuis cette grande mobilisation du peuple malien, bien sûr, à la suite des annonces faites par à la fois le président français Emmanuel Macron et également les autorités maliennes, donc la réponse a été saluée, il faut dire, par la quasi-totalité de la galaxie panafricaniste. Eh bien, Issouf Sirma, je vous retrouve donc du côté du Burkina Faso. Comment cela a été perçu de votre côté? Ok, merci pour la parole. Avant tout, je commence à dire merci à M. Michel Luc, et dont je retiens en tout cas les derniers propos qui dit que les blocs de l'Est et puis les pays africains sont les bons camps. Ce sont ceux qui sont dans les camps de la vérité. C'est cela. Et c'est cela que nous voulons faire comprendre en tout cas à toute la jeunesse africaine en général, et puis particulièrement à la jeunesse panafricaniste et à tous les panafricanistes d'Afrique. Disons que en tout cas, cette situation au Mali, nous du départ des forces françaises, nous l'avons accueilli avec beaucoup de satisfaction parce que dans tous les cas, la France ne devrait pas avoir vocation, en tout cas l'armée française ne devrait pas avoir vocation à rester éternellement au Mali. Ce n'est pas possible, c'est inconcevable. On peut comprendre que des États dans une logique de coopération bilatérale peuvent s'épauler à un moment donné pour en tout cas gérer un certain nombre de situations qui peuvent être militaires si c'est des problèmes militaires. Mais cela ne peut pas être éternel. Entre États souverains, ce n'est pas sérieux. C'est d'ailleurs cela que nous cherchons aussi à faire comprendre aux autorités françaises, surtout à l'opinion nationale française, à qui certainement on n'a pas toujours dit la vérité, qui est certainement entretenue dans une sorte de boîte de mensonges et qui fait qu'elle n'arrive pas à percevoir la situation réelle sur le terrain en Afrique, ce que font ces forces de l'ordre en Afrique sur le terrain, ce qui fait qu'elle ne peut pas en tout cas prendre les bonnes décisions. C'est aussi d'aventure les populations françaises, qui sont des vaillantes populations que nous aimons beaucoup parce que c'est des individus dans les veines desquels coule le sang partout universel. Et si d'aventure ces populations savaient ce que la politique française est en train d'opérer certainement sur les sols africains partout dans nos pays, c'est clair qu'on n'aurait pas fait chaque fois plus de 2 ans sans une insurrection en France. C'est justement parce que effectivement les populations là-bas ne sont pas au courant. Donc, il y a un adage juridique qui dit « le mariage ne saurait être une prison sans issue ». C'est pourquoi il dit le divorce évolue dans l'homme du mariage pour que le jour que le mariage viendrait à déconner, que le divorce, en tout cas, se présente pour l'anéantir. C'est cela. Vous venez dans un pays pour aider ces pays-là, les populations de ces pays-là, et à sortir d'une certaine situation qui peut être conjoncturelle, sinon structurelle. Et pendant un certain temps, les objectifs ne sont pas atteints et visiblement sur le terrain, les choses s'empirent et plus de 80% du territoire du Mali était en train d'être occupé. Bon, les Maliens finissent par comprendre, les Africains, ils finissent par comprendre que cette situation n'est pas la bonne, cette coopération n'est pas la bonne. On vous demande de réviser pour voir comment la rendre efficace. Et vous refusez et vous voulez imposer votre vue. Quand même, si on dit que c'est les Mali effectivement qui avait appelé, à travers le président John Kounda à l'époque, qui avait appelé l'armée française pour qu'elle vienne intervenir au Mali pour stopper l'avancée fulgurante des forces du Mal vers Bamako, mais aujourd'hui que cette intervention n'ait pas pu produire
les effets attendus plus de 8 ans après, il est clair qu'il faut les revoir, sinon il faut arrêter. Et quand les Maliens sont dans cette logique, ce n'est pas eux qui ont dit aux Français de partir en privé, ce sont les Français, les politiques françaises eux-mêmes qui ont décidé de façon unilatérale qu'ils vont revoir la coopération, ils vont arrêter les participations. Mais dans tous les cas, comme c'est dit, cette relation ne devrait pas être une relation éternelle. Et un des objectifs était que l'armée malienne arrive à atteindre un certain niveau d'efficacité et pour pouvoir se prendre en charge quant à ce qui est du sujet de la défense du territoire national, de la sécurité des populations, que ces forces maliennes arrivent à prendre en charge toutes ces questions-là d'elles-mêmes. Ça aussi, c'était un des objectifs. Mais aujourd'hui, avec la France, en tout cas jusqu'à récemment, avec la France, cet objectif n'était pas éteint. Le Mali a dit on va réviser. Vous avez refusé. Le Mali cherche d'autres moyens parce que dans tous les cas, les présidents maliens, les ministres maliens, les populations maliennes, leur objectif doit être leur propre sécurité, c'est-à-dire le bien-être des populations maliennes et des populations africaines en général pour ce qui est de notre position, les panafricanistes. C'est ça qui est leur préoccupation. Si un partenaire n'arrive pas à les aider à résoudre cette préoccupation, c'est clair qu'il faut aller trouver des partenaires sérieux ailleurs. Voilà, si la France trouve qu'elle ne peut pas cohabiter avec un partenaire et que les Maliens pensent que ce nouveau partenaire est le meilleur, qui peut les aider à résoudre efficacement leurs problèmes, je crois qu'il n'y a pas de souci pour cela. La France peut bien s'en aller et c'est ce qui est arrivé et nous ne pouvions qu'applaudir et dire bravo et merci au peuple malien et leur dire que nous sommes toujours là et s'il faudrait faire quelque chose, on va le faire. Et cette cabale qui est en train d'intervenir, on fait de la communication pour discréditer le peuple malien qui serait en train de lâcher, comment dirais-je, les dirigeants maliens, c'est malvenu. On nous impose en Afrique, on nous impose une bataille qui n'est pas notre priorité. On nous impose une bataille qui n'est pas notre priorité. On cherche à nous divertir, à nous occuper par en tout cas des combats qui ne sont pas les bons en ce moment pour que nous ne puissions pas avoir la quiétude nécessaire pour nous orienter véritablement vers les chemins du développement. Mais c'est d'ailleurs pour cela que vous avez vu qu'entre-temps, il y a 2 mois, nous avons organisé une marche internationale. Oui, que nous avions préparé durant 8 mois, et on l'a organisé et ça a été un succès. Et c'est pour cela aussi que nous avons mis en place un collectif d'avocats que certainement nous allons saisir tout à l'heure pour qu'ils puissent voir face à tout ce qui est comportement de la France, tout ce qui est déclaration en ce moment-là, qu'est-ce qui peut être entrepris pour essayer aussi d'attaquer cette France-là, en tout cas ces politiques français-là, pour voir dans quelle mesure arriver à les discipliner. Merci. Également Issouf Sirima pour cette première intervention. Luc Michel, je vous retrouve, vous avez bien fait d'évoquer, de rappeler en tout cas les propos de l'ambassadeur de France du côté de la Côte d'Ivoire, des propos méprisants, des propos condescendants. D'après lui, il estimait qu'avec 2000 francs CFA, un sandwich et une boisson gazeuse américaine, on pouvait faire sortir les gens dans la rue, cela pour exprimer le mépris en fait dont fait preuve la diplomatie française dans la gestion de cette crise-là. Eh bien, Luc Michel, on a vu avec la réalisation, les images qui nous ont été proposées, des drapeaux de l'Union européenne brûlés, des drapeaux de la France foulés au sol, foulés aux pieds et balayés par les populations. Est-ce que d'après vous, cela symbolise ce ras-le-bol, le ras-le-bol dont fait preuve le peuple malien actuellement? Tout d'abord, il faut savoir que les Français sont des menteurs. Leurs dirigeants mentent et leurs médias mentent. Vous savez qu'en ce moment, il y a Macron qui se débaigne beaucoup dans l'affaire de l'Ukraine. Il fait croire qu'il y a des accords de Vladimir Poutine. Ils ont fait croire qu'on avait échangé le Mali contre l'Ukraine. Tout cela est faux. Des dernières heures, le ministère des Affaires étrangères russe a démenti Macron qui annonçait des accords qui n'existaient pas. La deuxième chose qu'il faut rappeler, bien entendu, la diplomatie française, elle ment. Cet ambassadeur qui a insulté Maliens, il se comporte exactement comme un autre ambassadeur, celui de France au Mali justement, qui a été expulsé il y a quelques jours.
Qu'est-ce qu'il faut constater derrière tout ça? C'est qu'en réalité, je l'expliquais, le but des guerres coloniales depuis la guerre d'Algérie en 1956 et la guerre du Cameroun, que les historiens français appellent la petite guerre d'Algérie, était la conquête des esprits et des cœurs. Eh bien, la France, elle a perdu les esprits, puisque tous les Africains connaissent la vérité maintenant, mais la France, elle a surtout perdu les cœurs. Ce qu'ils appellent le sentiment anti-français, qui est un sentiment anti-France-Afrique, évidemment. C'est un tsunami qui recouvre toute l'Afrique à partir de l'épicentre que sont la Centrafrique et le Mali. C'est cela que RFI ne veut pas voir. C'est cela que Jeune Afrique ne veut pas voir. Il y avait un débat sur France 24 il y a quelques jours, qui était sur la question du Mali. Il y avait les candidats, les gens comme Macron, comme Valérie Pécresse, comme Marine Le Pen, comme Zemmour, tous racontaient que la France avait une action exemplaire au Mali et qu'elle n'était pas là pour ses intérêts. C'est cette France autiste qui va le payer très cher. Elle le paye par ce qu'on appelle le déclassement français. Michel, pour cette autre intervention. Monoko Toali, on vous retrouve donc en direct de Bamako. Eh bien, quand on regarde le choix des partenaires, Issouf le disait tout à l'heure, le partenaire choisi par le peuple malien et les autorités de la transition commence à faire ses preuves. Et il faut le dire, quand on a parcouru quelques-unes des journaux parus ce matin du côté du Mali, on peut déjà le constater avec cette grande opération antiterroriste qui a été menée par les FAMA vendredi dernier, Monoko Toali. Oui, il faut dans un premier temps noter qu'au niveau sécuritaire et pour ce qui est de l'armée malienne, le doute n'est pas là. Parce que l'armée malienne, depuis des années, obéit strictement à la logique de sa mission régalienne, qui consiste donc à sécuriser les personnes et les biens, à sécuriser le territoire et effectivement en faire en sorte que la paix puisse être instaurée au sein du pays en faveur des populations pour que celles-ci puissent vaquer à leurs nobles occupations. À ce niveau, il n'y a pas de débat. Le débat se pose dans ce que vous avez tout à l'heure appelé cette guerre de communication qui voudrait ici faire croire au monde entier que le Mali n'était pas en mesure de se prendre en charge ou de réagir face à l'action terroriste. Et donc, on peut faire cultiver l'hypothèse selon laquelle, sans donc la présence française, les armées africaines, donc l'armée malienne, ne seraient pas en mesure de se défendre. C'est ce qui est tout à fait faux en termes d'information. C'est tout ce qui est faux. L'armée malienne se défend, elle fait ce qu'elle peut. Il ne faut pas oublier que le Mali est très vaste. Il peut faire plus de 4 fois la Côte d'Ivoire en tant que territoire. C'est très vaste. Il faut donc comprendre cela. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur qui est très important, les partenaires qui étaient venus au secours du Mali, ces partenaires-là n'ont pas développé une politique aidant à ce que le Mali puisse être écouté, puisse être soutenu, puisse être suivi. Ils ont voulu imposer leur philosophie, ils ont voulu imposer leur voix, ils ont voulu imposer leur logique à la vision malienne. Quand un pays souffre, les autorités de ce pays doivent avoir leur lecture et leur mécanisme par rapport à la résolution. Et c'est ce qui va être partagé avec les partenaires et non l'inverse. Puisque si les partenaires veulent imposer leur vision, cela suppose que ceux qui en sont victimes n'ont pas de répondant. Ici, il y a bien la logique de répondant, puisque le Mali avait mis des hypothèses. La première des hypothèses, faire une armée pour qu'elle soit robuste dans l'offensive contre les terroristes. Ça, c'était la première hypothèse. Et si donc cette hypothèse ne devrait pas marcher, il fallait faire ce qu'on appelle la politique de dialogue avec les fils du pays qui sont devenus des terroristes. Il fallait discuter, négocier avec eux.
j'entends ici Amadou Koumpa, j'entends ici Iyad Agali. Ces propositions faites par le Mali ont été refusées par la France. Donc, dans les deux cas, la France, d'une part, refuse une offensive robuste que l'armée malienne veut bien entendu opérer pour recouvrer l'entièreté du territoire, pour instaurer l'autonomie, c'est-à-dire l'autorité de l'État, redéployer l'administration toute l'étendue du territoire national. Cette hypothèse a été mise en mal par la France qui ne l'a pas voulu. L'autre hypothèse, qui était celle de la négociation, la France ne la veut pas. Alors, ça justifie donc les mécanismes communicationnels qui voudraient ici faire croire que le Mali, c'est désormais les Wagner, c'est désormais les mercenaires. Mais c'est tout à fait faux, archi faux. Qu'il est mercenaire ou pas, il ne faut pas minimiser et banaliser la force de riposte de l'armée malienne qui monte aujourd'hui en puissance. Ça n'a rien à voir avec les lectures politiques ou les lectures politiciennes. Parce qu'il faut faire la nuance à ce niveau-là. Quand le débat se pose, il faut bien l'analyser au pays fin. Au niveau donc sécuritaire, l'armée malienne joue franchement le jeu dans la mesure où aujourd'hui, les zones de Nyono qui étaient sous tutelle des terroristes, aujourd'hui respirent un peu. Vers le centre de la zone de Bapti, il y a aujourd'hui l'assurance. On va du côté de Gao, c'est la même chose. Les populations respirent et du coup, ça met naître l'espoir que, effectivement, l'armée peut répondre. Qu'est-ce qu'il s'agit et de quoi s'agit-il par rapport à la philosophie française? C'est de faire en sorte que, ici, tout ce qui peut être entrepris par le Mali soit minimisé, soit banalisé et soit mis en une logique, dans une logique où on sentirait beaucoup plus la faiblesse. Ils vont donc jouer le jeu de la manipulation, le jeu de la désinformation et le jeu de ce qu'on aurait appelé matraquage psychologique. Il faut affaiblir les gens psychologiquement. C'est sur ce terrain, malheureusement, et du moins heureusement, que le peuple réagissant donne la force et l'appui à son armée, qui est aujourd'hui dans une logique de symbiose entre, d'une part, la population qui soutient, l'autre, l'armée elle-même qui est unie, et le pouvoir transitoire qui est aussi géré par les militaires qui comprennent la lecture du terrain et qui sont en harmonie. Voilà donc comment il faut apprécier la lecture aujourd'hui. De l'aspect sécuritaire et revenir sur l'aspect politique, on va le dire comme ça, il faut le dire, que c'est de nombreux opposants, je préfère les appeler ainsi, sont complices également de cette manière de faire du côté de l'Occident, parce que d'après eux, ces derniers estiment que passer la date du 25 mars, autant pour moi, si ma mémoire est bonne, ils ne reconnaîtront plus les autorités de la transition. Quel regard, pour vous qui êtes au cœur de qui vivez au cœur de cette classe politique, vous pouvez apporter? Exagérer l'équation. Il part du principe que la charte, c'est-à-dire la charte qui va aujourd'hui être révisée, partait du fait qu'il y aurait eu 18 mois. On peut donc inscrire leur logique dans une logique dans la vision, si vous voulez, des politiques qui sont dans leur logique. Malheureusement, ici, on a une transition, on ne pouvait pas parler de l'opposition. Donc, les politiques dont leur point de vue. Mais évidemment, si leur point de vue n'était pas aussi conscient pour qu'on mette le Mali au-dessus de toute considération, évidemment, ça pourrait interpréter comme s'il joue le jeu de l'Occident. Mais sont-ils sincères dans la logique de dire que oui, nous parlons politique, mais nous ne sommes pas en complicité avec les pays occidentaux? L'équation est à ce niveau-là. Espérons bien que la transition puisse, avec cette révision de la charte, puisse se définir un programme bien défini, un calendrier pleinement bien défini pour vraiment l'assumer pleinement cette transition et que aussi les politiques pourront reprendre, si vous voulez, la règle. Mais pour l'heure, il y a lieu de rappeler aux politiques
que le Mali a besoin de sa cohésion. C'est très important. Le Mali a besoin de sa cohésion et le pouvoir transitoire a besoin de soutien de tous. Soutien de tous parce qu'il s'agit ici de la souveraineté, il s'agit ici de la France qui a séjourné ici au Mali pendant 9 ans, qui n'a pas produit les résultats escomptés. Les résultats escomptés de la France n'ont pas été vus. Les Nations Unies, bien entendu, ils sont ici, présentes ici au Mali, c'est-à-dire la MINUSMA, qui n'a pas non plus produit de résultats. Alors, si toutes ces puissances sont ici, dès qu'elles ne produisent pas de résultats, il y a bien lieu que tout le monde comprenne que c'est la nation qui souffre. Or, la nation, le pays, est l'ensemble des composantes, l'ensemble des couches composantes de la société, que ce soit civile, que ce soit militaire, que ce soit société, que ce soit même les politiques qui sont concernés, puisque les victimes ne sont pas tuées. Quand les terroristes frappent, ils ne disent pas qu'on tape ceci ou ISW, ils ne disent pas. Il y a donc la nécessité que les partis politiques mettent le pays, c'est-à-dire la nation, du moins, au-dessus de toute considération. Et puis, acceptent d'accompagner la transition et puis encourage aussi les dirigeants de la transition à arriver au dialogue consensuel. Et que, ici, au niveau des dirigeants aussi, qu'ils fassent l'effort de s'attendre avec l'opposition pour parler le même langage au niveau de la politique interne. Cela dit, il ne peut pas leur donner la possibilité de jouer le jeu des Occidentaux, c'est ce qui est très dangereux. À ce niveau, il y a ceux qui sont déjà dans une posture, dans une logique de dire oui, il faut systématiquement faire blocus, alors qu'en réalité, la date ne peut pas être tenue, ce n'est pas tenable, c'est le Mali qui souffre, tout le monde doit se mettre dans la logique et mettre la nation au-dessus de tout. Merci à vous, Monoko Toali. Luc Michel, je vous retrouve donc. On a longtemps, souvent avec vous, évoqué les possibilités de la France de revenir du côté du Mali, étant donné qu'après pratiquement 10 ans d'incapacité à pouvoir combattre le terrorisme dans le pays, elle a été chassée. On parlait des possibilités de retour. Est-ce que d'après vous, cette classe politique-là peut être la porte de retour de la France au Mali? Écoutez, contrairement à ce qu'on croit, on croit que depuis la décolonisation, on a quitté le temps des guerres coloniales. Ce n'est pas vrai du tout. Les Américains, par exemple, au moment où ils décolonisaient l'Afrique, ils menaient une guerre coloniale au Vietnam et au Cambodge dans la suite d'ailleurs de la guerre française. C'est la même chose en Afrique. Lénine avait expliqué avant la Première Guerre mondiale que l'impérialisme était possible par ce qu'il appelait la bourgeoisie comprador. Qu'est-ce que c'était les compradores? C'était la bourgeoisie chinoise de Macao, territoire arraché à la Chine, et qui avait accepté d'abandonner la direction politique de la ville pour garder ses positions économiques. Les bourgeoisies comprador aujourd'hui, elles sont dans tous les pays africains. Moi, je les appelle sur un nom qui vient de la guerre d'Espagne, quand le général fasciste Franco avait tenté un coup d'État contre la République, c'est la 5e colonne. S'il n'y avait pas la 5e colonne africaine, jusqu'au sommet de l'Union africaine de la CEDEAO, l'impérialisme et le néocolonialisme ne seraient pas possibles. Évidemment, la France mise sur la bourgeoisie france-africaine pour tenter de revenir. C'est la raison pour laquelle elle est accrochée à ces 18 mois de transition. Il fallait faire des élections dans des conditions mauvaises et dans un pays en guerre au bout de 18 mois, parce qu'en 18 mois, les nouvelles forces politiques du Mali n'avaient pas le temps de s'organiser et les Français espéraient voir les vieux chevaux de retour de la France-Afrique revenir au pouvoir. C'est ce qu'ils espèrent dans tous les pays qui connaissent des troubles. Malheureusement pour eux, il y a aujourd'hui Yerewolo est là pour nous le faire comprendre. Il y a la jeunesse africaine conscientisée par Afrique Média. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Sans Afrique Média, tout cela n'aurait pas existé. Vous savez que moi, j'ai défendu en 2011 la Jamaria libyenne pendant qu'on bombardait Tripoli. J'ai fait une grande conférence internationale. Nous n'avions pas une minute de télévision en Occident et aucune en Afrique.
Aujourd'hui, la situation est différente. Vous savez qu'avec ces 220 millions de téléspectateurs, Afrique Média est la plus grande des télévisions francophones au monde. Il y a cette semaine une étude de France Télévisions qui vient d'être sortie. Elle me place parmi les 5, ce qu'ils appellent influenceurs sur la politique africaine, en France même, donc pas en Afrique, en France même. Et voilà la réalité. Voilà pourquoi nous faisons peur et nous sommes tellement attaqués. Parce que nous avons rétabli, face à l'empire du mensonge de l'Occident, nous sommes le royaume de la vérité. À vous, Luc Michel. Eh bien, Issouf, je vous retrouve donc de l'autre côté de Ouagadougou. Est-ce que on peut dire, au vu de tout ce qui se passe du côté du Mali, on a vu, pour certains, cela semble être un rêve de voir tout d'abord l'ambassadeur de France expulsé comme un malpropre d'un pays africain. On a vu également les annonces et les réactions du gouvernement de transition qui demandait le départ immédiat de la France, des forces françaises du côté du Mali. Est-ce que, d'après vous, on peut dire, ou bien vous partagez l'avis de ceux-là qui pensent que le Mali est en train, ou bien est finalement devenu un cas d'école en matière de libération? Oui, merci. Moi, en tout cas, c'est ma conviction. Depuis l'avènement de cette situation au Mali, et je crois que j'avais dit que c'est une opportunité heureuse pour le Mali de finalement refonder profondément la nation malienne pour essayer d'aller vers des chemins nouveaux et qui permettront au Mali effectivement de ne plus retomber dans ses travers. Comme ça, cela se passe d'ailleurs au Burkina. C'est une situation heureuse. Je l'ai dit, je le répète toujours, il n'y a pas meilleur moment. Il n'y a pas meilleur moment pour un État d'essayer effectivement un État qui a toujours été dans des situations difficiles de guerre, de pauvreté, de famine. Il n'y a pas de corruption et d'injustice sur plusieurs plans. Il n'y a pas meilleur moment pour cet État qu'une période pareille, période de transition pareille, pour que cet État, en tout cas, arrive à asseoir les vraies bases, les bonnes bases d'une société pour pouvoir construire finalement une nation. Donc, c'est là, nous plaçons sur cela. Et nous avons dit à l'époque que le Mali a une lourde responsabilité qui était jusque-là, à un moment donné, portée par le Burkina, qui avait donné de l'espoir après certaines actions du peuple burkinabé. Nous avons dit que le Mali a une lourde responsabilité parce que désormais, le Mali sera une école. C'est le reste du monde qui doit être à l'école du Mali en ce moment. Ce n'est pas le Mali qui doit être à l'école des politiques françaises. Non. Parce que, avec ces situations qui arrivent, des coups d'État militaires après une période démocratique, entre guillemets, je crois qu'il y a lieu qu'aujourd'hui nous nous arrêtons pour essayer de nous poser un certain nombre de questions. Est-ce que la démocratie telle que, en tout cas, elle est en train d'expérimenter en Afrique, une démocratie copier-coller, on ne rejette pas carrément la démocratie parce que, quoi qu'on dise, je ne sais pas, je ne suis pas historien, mais je crois bien qu'il y a des formes de démocratie qui ont été développées en Afrique par nos ancêtres à l'époque. Je me demande même si ce n'est pas ici que les autres sont venus chercher, trouver des graines de la démocratie qui sont allés céder chez eux et qui a poussé, on colle ça d'un certain vernis pour venir nous l'imposer parce que c'est clair que ceux qui écrivent les textes c'est les gens susceptibles, ces textes-là sont certainement empreints de subjectivité. On dit aucune plume n'est innocente, n'est-ce pas? Donc, celui qui écrit, il met dans son écrit ce qu'il veut. Ça dépend de sa vision. Si il a une vision à terme, il va faire un écrit qui va, sur le terrain, dans son application, produire des effets à court terme. Mais si la personne a une vision à long terme, c'est clair que cet écrit va permettre à ceux qui l'utilisent de poser des actes dans ce sens-là pendant un long moment. Je crois que c'est ce qui a été fait avec les différentes constitutions en Afrique, qui ont été, je l'ai dit, copiées ailleurs pour venir être collées ici, pour produire des effets que ces écrivains de ces constitutions-là ont voulu pour nous, peut-être sur 50 ans, 100 ans, 200 ans. C'est pour cela que j'ai dit d'ailleurs qu'il faut que désormais les Africains, en tout cas ceux qui sont au front, je ne dis pas front militaire forcément, en tout cas tous les fronts,
que ces Africains-là arrivent à inclure dans leur programme, en tout cas dans leur vision de la prospection. Au niveau de la prospective, il ne faut pas faire de la prospective de court terme, il faut faire de la prospective de long terme. Quel type de gouvernement, quel type de population nous voulons dans 50 ans, 100 ans, 200 ans? Quel type de gouvernement nous voulons? Quel mode d'évolution du pouvoir nous pouvons avoir dans 100 ans, 200 ans? Quelles peuvent être les revendications des populations dans 50 ans, 100 ans, 200 ans? C'est cela qui doit être les questions que nous devons nous poser. Et ces questions-là, si nous arrivons à nous les poser, il n'y a pas meilleure période qu'une période de transition comme celle qui est au Mali pour pouvoir implémenter, pour pouvoir trouver en tout cas les réponses adéquates à ces questions-là et évoluer finalement. Donc, la situation au Mali, c'est une situation heureuse. Il faut que les Maliens les comprennent parce que ce n'est pas qu'un problème malien. Parce que nous ne nous inscrivons pas forcément dans le cadre d'un pays, voilà, d'un territoire national. Nous nous voyons beaucoup plus continental et dans une logique panafricaniste. Et donc, les différents pays étant effectivement les composants de cet ensemble panafricaniste que nous cherchons à bâtir, lorsqu'il y a une situation dans un pays de soutien des centaines de populations, nous sommes toujours là pour accompagner. Et le Mali, effectivement, devra être un cas d'école. Même si ce n'est pas ce que les autorités actuelles du Mali sont en train de penser, nous leur disons, ils n'ont qu'à faire attention, parce que le Mali doit être un cas d'école pour le reste de l'Afrique. C'est pourquoi, effectivement, quand les autorités maliennes ont demandé 5 ans pour pouvoir faire une bonne transition, sécuriser le pays, recouvrer l'intégrité territoriale et refonder les institutions maliennes, 5 ans, ce n'est même pas suffisant. Pourquoi je le dis? Et la France, qui se dit pays colonisé de nos différents pays, a dit qu'elle a donné l'indépendance aux pays africains du Mali depuis plus de 60 ans aujourd'hui. Et plus de 60 ans, ayant été en tout cas le principal partenaire du Mali, par exemple, et c'est la France qui aidait à former, par exemple, les cadres dans l'administration malienne. C'est la France qui a pu installer beaucoup de dirigeants au Mali jusqu'à ces derniers instants. C'est la France qui a pu le faire. C'est la France qui a formé les premiers officiers certainement maliens. Mais bon, entre guillemets, hein, parce que j'ai suivi l'intervention du très respectable ministre malien, premier ministre malien, qui a dit qu'effectivement, il y a des officiers français à une certaine époque, très très loin en arrière, qui ont été formés au Mali, n'est-ce pas? Mais après cela, et quand les moments d'indépendance sont arrivés, quand ils ont fini de décapiter, en tout cas, tous les Africains avec la traite des Noirs, avec la colonisation et aujourd'hui avec la néocolonisation, ils reviennent pour dire nous donnons l'indépendance et nous sommes vos premiers partenaires, nous formons vos cadres dans l'administration, nous formons les militaires. Mais depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la France, premier partenaire du Mali, qui était censé en tout cas apporter un certain développement au Mali, et vous pouvez comparer le Mali et certains États, je ne sais pas lesquels choisir, peut-être Dubaï. Peut-être qu'en 1960, le Mali et Dubaï peut-être étaient à un même niveau de développement. Sinon, peut-être que le Mali était devant. Mais pourquoi se fait-il que 60 ans après, la France, qui devait être le principal développeur du Mali, le Mali ne soit pas développé? 60 ans, et ils ont eu 60 ans pour développer un pays, le Mali. Ils n'ont pas pu le faire. Que ce pays trouve qu'on n'avait pas emprunté le bon chemin, et il faut que nous cherchions maintenant les bons chemins pour pouvoir les emprunter, puis aller vite et très bien. On demande 5 ans pour cela, et les gens trouvent que c'est peu. Je trouve qu'à quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Merci. Merci à vous également, Issouf Sirima. Le temps est venu pour nous de prendre la direction du Standard pour retrouver nos téléspectateurs qui sont nombreux à vouloir participer à l'édition d'Appel sur le continent de ce soir. Nous sommes avec vous, Delphin Mouipoundou. Vous nous appelez du Burundi. Bonsoir et bienvenue. Allô? 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 Eh bien, le temps que Delphin revienne du côté du Standard, on va prendre Jean, qui nous appelle des États-Unis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Wafo. Nous saluons vos invités, les techniciens. Et bonsoir à Monoko Toali. Bonsoir Issoufou. Bonsoir Luc Michel. Bonsoir à tous les combattants de l'Afrique. Junior, nous
nous sommes en guerre, nous sommes en danger. Mais nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Et nous devons effectivement ne pas être trop émotionnels. Et nous devons être courageux pour prendre des résolutions sérieuses en se servant du passé. Et pour la célébration du départ, oui, il le faut. Et nous sommes tous d'accord. Eux, on veut aller plus loin que ça. Burkina, Issoufou, jeunesse burkinabé, nous vous en prions. Souvenez-vous du passé. Ayez de mémoire. Voir comment est-ce que la France trahit nos révolutions, trahit nos projets de libération. Ne faites plus confiance à n'importe quelle décision de la France. Dites à votre gouvernement de transition de s'asseoir sur une base, d'avoir un allié sérieux. Si vous pensez que vous-même vous pouvez faire, souvenez-vous de Thomas Sankara, malgré son zèle, comme il n'était pas assez sûr, et il n'était pas rallié à un allié sérieux qui fait peur à ces charognards, ils ont pu arriver à sa fin. Donc, ne vous trompez pas. Aujourd'hui, le partenaire sérieux qui fait peur à l'Occident, c'est la Russie. Nous ne demandons pas à tout le monde d'aller vers la Russie. Non, ce n'est pas ça. D'ailleurs, la Russie, voit pourquoi le Mali, qui fête la libération ou bien la victoire de leur décision aujourd'hui, doit être fier parce que la décision qu'il peut prendre, c'est des décisions sérieuses parce que la Russie veille. Je dis bien, la France, quand nous écoutons le discours d'Emmanuel Macron concernant les conférences de presse, WAPO, ça fait saigner nos cœurs. On voit les Africains acclamer ce personnage lugubre de la France, qui n'a pas de mémoire de ce que le pays, la France, avec les Américains, ont fait aux Africains, infligé aux Africains pendant plus de 110 ans de coopération après les indépendances. C'est pourquoi nous demandons réparation avant toute coopération. On a de mémoire, il n'y a pas de coopération sérieuse avec la France. Mais pourtant, regardez comment est-ce que Macron est acclamé c'est vraiment énervant quand on voit Macky Sall et autres. Issoufou et le Béninois, ça me surprend, mais c'est pas grave. Acclamer ce Macron qui dit une nouvelle coopération avec l'Afrique. Non, c'est des bandits. Mais vous voyez, Junior Afo, je ne veux pas trop tarder. Quelles que soient les décisions humaines, la justice divine est là. Restitution. Je demande le courage aux Africains de demander réparation. Que l'uranium du Niger, que la France repart ce qu'elle a volé, puis restitue ce qu'elle a volé jusqu'à aujourd'hui. Lors du Mali, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, sincèrement. C'est trop, mais on n'a pas de temps d'antenne assez long, donc je m'arrête là. Du courage à vous, courage aux Africains, n'ayez pas peur. Merci à vous, Jean. À votre suite, on va prendre Monsieur Francis Kamdem qui nous appelle de Belabo, c'est au Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, mon très cher frère. Je suis déjà content de vous me libérer la ligne. C'est très court. Il faudrait bien comprendre que, même en partie, tous les médicaments ont eu la déclaration. Et sur ce même plateau, je vous avais dit que lorsque Laura marche en journée, c'est un signe de deuil. Emmanuel Macron et son ministre des Affaires extérieures ont prouvé combien de fois ils n'aimaient pas l'Afrique. Et il ne s'agit pas seulement de la France, hein. Il y a bien de ceux qui se déguisent encore. Donc il revient aux Africains aujourd'hui de prendre les mêmes décisions pour sauver ce continent. Et il va interpeller tous les chefs d'État. Parce que jusqu'ici, nous avons encore des lobbies de la France parmi nos chefs d'État. Ce que les Maliens subissent aujourd'hui n'est pas une affaire du Mali seul. Ça concerne toute l'Afrique. Je vais même en profiter pour vous dire que moi-même qui vous parle, je suis victime d'une situation vis-à-vis de l'ONU. J'ai même envoyé certains documents à M. Bandakani, à M. Tina.
j'ai signé un contrat depuis le 30 avril 2021 avec l'Organisation des Nations Unies. Depuis ce jour, il m'est interdit par l'article 5 de n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée. Alors, je vous dis que jusque-là, je n'ai même jamais reçu un seul salaire de l'organisation, malgré tous les recours que je suis en train de faire. Ce matin même, j'ai dû saisir RFI pour que ce soit communiqué, pour que M. Antonio Guterres comprenne que les gens se servent de son titre pour arnaquer les postulants. Puisque si je suis encore bloqué au Cameroun, c'est parce que ceux du bureau de Belgique, connu Belgique, me demandent des rançons avant de libérer soit mes arrêts de salaire, qui vont déjà presque 10 mois, y compris mes papiers de voyage. Donc, je vous dis que ce qui est arrivé au Mali aujourd'hui arrivera dans des grandes structures internationales demain. Parce qu'aujourd'hui, tel que nous sommes traités, l'Occident n'a pas encore parlé de terrorisme, mais c'est quand nous allons lâcher qu'on va dire les Camerounais ou alors les Africains sont des terroristes. Alors, je me plains, je pense que les représentants régionaux des bureaux de l'ONU comprennent. Donc, ça veut dire que la situation en Afrique aujourd'hui dépend des Africains. Quel que soit le genre de structure, lorsque l'Africain dira désormais que nous ne voulons plus, ça se passera comme les courageux et braves enfants du Mali. Je vous remercie. Merci à vous également, Monsieur Kamdem, d'avoir apporté votre contribution. On reste au standard pour prendre cette fois-ci, retrouver Delphin Mouipoundou qui nous a rejoint à nouveau. Bonsoir et bienvenue, Delphin. Bonsoir, vous me recevez, mon cher Junior? On vous reçoit, Delphin, on vous reçoit. Ok, merci bien. Donc, une fois de plus, je t'associe, mon cher frère, à la régie et vous remercie de toujours faire ce qu'il faut pour me permettre de m'exprimer ici à la maison. Je transmets mes salutations aux téléspectatrices et téléspectateurs et je n'oublie pas les invités. Mon très cher aîné Luc Michel, à qui je dis que sa position d'influenceur, non seulement au nord de la mer Méditerranée, mais aussi au sud, est amplement méritée. Je le considère comme une sorte de père de substitution et vraiment, je sais qu'il n'aime pas ça, mais des fois il faut dire la vérité. Il est aujourd'hui parmi les géopolitologues européens les plus érudits qui soient. Donc, il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Sans Afrique Média, nous ne serions pas où nous sommes aujourd'hui. Je n'oublie pas les autres panélistes, Monoko Ali et le frère Issoufou. J'espère que c'est son nom, je ne l'ai pas bien retenu, mais ses propos m'ont touché parce qu'il démontre que nous avons encore des Africains, en l'occurrence des Maliens, intègres. Ensuite, je vais parler dans un français facile pour que tout le monde me comprenne. Ce nain géopolitique qu'est l'Élysée aura blagué 14 États de sorte qu'elle a détruit ou du moins affaibli vos armées. Ça ne fonctionne pas comme ça. En termes de géostratégie, chaque État qui se respecte, qui se veut être souverain, doit disposer de son armée. Parcourez tous les pays de la Terre. Tous les États sérieux font cela. L'Algérie, le Burundi, l'Éthiopie, le Cameroun. Ça, c'est en Afrique. Tous ces États tendent à avoir leur propre force sécuritaire, que ce soit l'armée, la police ou les services secrets. Si on sort de l'Afrique, allons dans l'Asie, jusqu'à l'Asie mineure, pour ne pas dire le Moyen-Orient, la Chine, la Russie, la Corée du Nord, le Vietnam, l'Iran, la Syrie, même en Europe. Bon, il n'y a plus que 2 États qui font cela aujourd'hui, la Grande-Bretagne d'un côté et la France d'un autre. Outre-Atlantique, nous avons évidemment les États-Unis. Donc, vous devez récupérer votre souveraineté sans négocier. Sans négocier. Donc, les choses sont en bonne marche. Donc, je ne peux que vous souhaiter, encore une fois, de la force, vous féliciter pour le travail qui a déjà été fait. Et ensuite, nous allons, en tout cas dans le cas du Mali, le chantier monétaire me semble pour ma part possible aujourd'hui, parce que ce que De Gaulle avait fait à Sékou Touré n'est plus possible dans le Mali d'aujourd'hui. Donc vous pouvez lancer votre monnaie sans craindre que, encore une fois, ce nain géopolitique revienne jouer les troubles faits du côté de Bamako. Donc, une fois de plus, allons de l'avant, n'hésitons pas, et je vais m'arrêter ici pour laisser la parole à d'autres. Afrique Média, le monde c'est mieux. Merci à vous, cher Delphin, de nous avoir apporté votre contribution. On va rester peut-être au standard pour prendre notre appelant.
Eh bien, retournons sur le plateau, le temps que les appelants arrivent du côté du Standard. Luc Michel, la situation présente, Delphin vient également de l'évoquer, le problème de la monnaie semble remis à l'ordre du jour, remis sur la table au vu de la situation, parce qu'il faut le dire que jusqu'à présent, Bamako est dans les difficultés dans lesquelles elle se trouve actuellement, il se trouve autant pour moi actuellement, parce que quelque part, le Mali et la quasi-totalité des pays de l'Afrique francophone sont tenus par le franc CFA. Luc Michel, quelles sont d'après vous les pistes de sortie, les pistes de solution pour permettre aux autorités maliennes de se libérer enfin de ce joug du franc CFA là? Écoutez, tout d'abord, il faut constater c'est que le franc CFA, ce n'est pas une monnaie, c'est un mécanisme d'assujettissement économique et financier de l'Afrique à l'économie française. Ça explique tous les malheurs des pays africains depuis 60 ans, depuis les ajustements structurels, les dévaluations, etc., jusqu'aux sanctions de la CEDEAO aujourd'hui. Qu'est-ce qui a permis à la CEDEAO de bloquer à la BAC l'entièreté des réserves de change du Mali et d'asphyxier le pays? C'est parce que celles-ci sont détenues par les mécanismes du franc CFA. Il est donc temps de penser à une autre solution, d'autant plus que l'économie malienne, elle est tournée aujourd'hui vers l'Algérie et la Mauritanie, c'est-à-dire par deux des pays qui, eux, ne sont plus liés au franc CFA. Il faut une réflexion de fond. Vous savez que j'ai été un de ceux qui ont posé sur Afrique Média dès 2015 la question de la monnaie africaine et du franc CFA. Il y a deux aspects à celle-ci. Il y a tout d'abord la question de la monnaie africaine unique que prônait Kadhafi, qu'il ne faut pas confondre avec la monnaie africaine de remplacement du franc CFA. La monnaie de remplacement du franc CFA, elle concerne uniquement les 14 ex-colonies françaises. La monnaie de Kadhafi, elle concerne les 54 pays africains. Les conditions dans lesquelles on a posé le débat avant l'irruption de la Russie en Afrique, avant l'irruption de l'Iran, avant que la Chine ne passe d'un agenda économique à un agenda géopolitique, ces conditions ne sont plus valables. Il faudrait une grande conférence et un grand débat pour débattre de ceci. Deuxièmement, vous connaissez ma position, c'est la position des noyaux durs. Je ne crois pas que les 14 pays sont prêts à abandonner le franc CFA. Je ne crois pas que les 54 pays sont prêts à adopter la monnaie africaine unique que voulait Kadhafi. Mais je crois que 2-3 pays peuvent s'aligner et déterminer eux-mêmes leurs mécanismes. C'est la politique de ce que j'appelle les noyaux durs. Elle a donné beaucoup de résultats en Europe. Vous savez que la puissante Union européenne, je dis puissante économiquement parce que c'est un âge géopolitique à cause de l'OTAN, l'Union européenne à 27 et à 28 avant le Brexit, elle a commencé par 6 pays, dont 3 étaient des petits nains, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg. C'est cela la réalité. Ça a été comme ça aux États-Unis, ça a été comme ça un peu partout. Il faut commencer petit et voir grand. Luc Michel, on va retourner au Standard pour prendre cette fois-ci Marc qui nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue Marc, bonsoir. Je salue aussi le Standard. Je vous remercie pour m'avoir donné la parole. Alors, une fois que j'ai dit ça, ce que je peux apporter comme contribution dans cette situation, c'est d'abord ceci. Par rapport à la situation qui prévaut au Mali en particulier, et surtout en Afrique dans sa généralité, moi je pense qu'il faut qu'on pose la bonne question et qu'on pose aussi le bon diagnostic. Nous savons aujourd'hui que nous connaissons notre ennemi. Nous savons qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au Mali, qui est déterminant et irréversible. Ça ne sert à rien qu'on vienne ici, sur les antennes, qu'on critique la France, qu'on critique Draman ou qui que ce soit. Non, ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Qu'est-ce que le peuple fait? Comment les Maliens ont fait pour en arriver là? C'est la question qu'on doit se poser. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit intelligent, qu'on utilise l'intelligence pratique dans des situations pour nous en sortir. Alors, maintenant, ce que je veux faire, je pose la question à chaque peuple de
l'Afrique de l'Ouest et en induction, parlant aussi au peuple de l'Afrique du Central. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que sont les Ivoiriens? Que sont les Burkinabés? Je parle toujours des peuples. Aujourd'hui, nous avons Gbagbo qui est en Côte d'Ivoire. Du moment où Alassane Dramane Ouattara déclare qu'il va accueillir la force Barkhane sur son sol, normalement, si nous avons encore Gbagbo, comme on le dit, c'est un leader, mais systématiquement, il doit mettre sur pied une force du peuple pour que les gens puissent récupérer la souveraineté. Parce que dans ce cas-là, Ouattara est illégitime et il s'agit de survie du peuple ivoirien. Alors, du moment où on va venir ici, on va dire nègre de maison, on va dire Ouattara. Non, il faut combattre quand il y a quelque chose une personne qui est en face, qui met en danger la vie d'un peuple. Les gens doivent se mettre debout. Mais on ne va pas revenir à chaque fois ici, insulter la France, insulter Ouattara. Non, que le peuple prenne sa responsabilité et que les gens aillent récupérer leur souveraineté. Et surtout, l'occasion est plus belle. Pourquoi? La Russie est là. Une fois que les peuples vont se mettre en ordre de marche, ils vont essayer d'exiger la présence de la Russie et il y aura un rapport de force et c'est comme ça qu'on va faire. Mais si le peuple, en tout temps, le Mali se bat, les Ivoiriens sont là tranquillement, les Burkinabés sont un peu molles, mais ils sont quand même en action, et les Nigériens, on ne peut pas s'en sortir. Donc moi, ce que je demande, aujourd'hui, la balle est dans le camp des peuples africains de prendre leurs responsabilités. Tous les présidents qui vont accueillir sur leur sol la force Barkhane sont à combattre. On doit les combattre et les peuples doivent prendre leurs responsabilités. C'est comme ça qu'on va faire. Donc, on ne peut pas trop perdre de temps et épuiser, voilà, le temps que d'autres vont utiliser. C'est ce que je demande, les peuples africains prennent les responsabilités. On ne peut pas trop parler. On a trop parlé déjà. On est fatigué. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités. C'est l'action qui compte. Donc, désormais, il n'y a que ça qui sera libératif pour nous. Merci encore. Bonne émission et surtout, à très vite. Merci à vous également. On va rapidement sortir du standard avec cette autre intervention de notre ami Delphin pour sortir du standard. Allô, bonsoir, Delphin. Oui, merci encore une fois de me permettre. J'aimerais ajouter un élément par rapport à cette histoire du délai de 5 ans, 14 mois ou je ne sais quoi. Écoutez, il faut qu'on soit sérieux. Comme on dit, la politique est souvent déterminée par la situation sur le champ de bataille. Nous avons nous aussi connu ce genre d'ultimatum du côté de Gitega après la tentative de putsch avortée, heureusement, aux alentours de 2015. Eh bien, nous n'avons pas lâché le morceau, comme on dit. D'un point de vue diplomatique, nous avons agi comme notre frère Abdoulaye Diop. À l'époque, c'était son homologue, Monsieur Nyamitwe. Et donc, il y avait deux frères jumeaux, le conseiller de l'ancien président Nkurunziza et le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Donc, tous deux s'appellent Nyamitwe. Donc, nous avons tenu tête à l'Union africaine, du moins aux nègres de maison qui étaient à l'Union africaine, aux institutions européennes, et bien sûr à Washington. Et sur le terrain, notre armée, je le dis souvent, a été persuasive, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons introduit, c'est-à-dire notre propre plan, qui était d'avoir une transition que nous avons légalisée avec une constitution votée par la majorité des Burundais, ce qui nous a offert une constitution légale, donc, qui court jusqu'en 2034. Vous vous rendez compte? 2034. L'actuel mandat finit en 2027. Il y a un autre mandat derrière qui est légal jusqu'en 2034. Toutes ces années, nous pourrons bâtir, nous avons commencé à bâtir notre Burundi indépendamment du blabla soi-disant démocrate. Donc, j'appelle nos frères et sœurs du côté de Bamako à collaborer, non seulement avec les pays voisins comme l'Algérie, mais à prendre des expériences qui fonctionnent un peu plus loin. Donc, en l'occurrence, au Burundi, nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres États de par le monde qui ont su tenir tête à Washington et à ça. Donc, cette histoire de délai ne doit pas, j'allais dire, intimider le Mali, bien au contraire. Donc voilà, c'était ça que je voulais ajouter. Donc je vais vite fait libérer le standard et j'essaierai de revenir dès demain. Afrique Média, une fois de plus, le monde c'est nous.
Merci à vous, cher Delphin. Retournons sur le plateau avec les mêmes invités. Eh bien, étant donné que nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette édition d'Appel sur le continent, on va sortir avec vous, Issouf Sirima. En 2 minutes, on a écouté Marc tout à l'heure qui faisait état de ce que, généralement, dans ce genre de situation, les luttes ne progressent pas et n'avancent pas, et n'échangent véritablement pas les choses parce que c'est chacun qui se bat un peu de son côté. Eh bien, Issouf, est-ce que d'après vous, une réponse globale, on va dire comme ça, pourrait apporter définitivement un terme, pourrait mettre un terme à cette domination coloniale? En 2 minutes, Issouf Sirima. Ouvrez votre micro, Issouf. Oui, je disais, merci. Oui, je crois que désormais, il faut que nous essayons d'aller sur des grands ensembles. Il faut effectivement une réponse globale. Parce que c'est ce que nous. Entre-temps, par exemple, pour le cas du Mali, qui a pu avoir des relations avec un partenaire russe notamment, et qui est en train effectivement de poser des bons actes sur le terrain. Mais cela ne servirait à rien si le Mali a un partenaire sérieux qui fait du bon travail sur le terrain en collaboration avec l'armée malienne. Cela ne servirait pas au petit bloc sahélien là si d'aventure ces mêmes partenaires n'agissaient pas au Niger, si ces partenaires n'agissaient pas au Burkina. Ça ne servirait pas parce que les gens vont retrouver une base arrière dans ces différents pays-là. Quoique j'ai de plus en plus de la difficulté à appeler ces gens-là terroristes, parce que pour moi, ma conviction est faite que c'est des gens qui ont été instrumentalisés, nos frères qui ont été instrumentalisés pour se retourner contre nous. Sinon que c'est parce qu'ils ont constaté qu'il y a une certaine brimade venant de l'Occident et ils l'ont compris très tôt et ils se sont levés contre nous autres qu'ils trouvent qu'ils sont par exemple les collabos de ces Occidentaux-là. Mais le danger pour la France et pour les autres pays colonisateurs est que il va arriver un moment où c'est toutes les populations. Nous serons avec ceux qu'ils appellent aujourd'hui terroristes et ça va faire plus grand. Mais revenant pour les cas du grand ensemble, c'est effectif que, par exemple, pour les cas de la monnaie, et j'ai dit tout de suite que le Mali doit être une école, il faut que les autorités maliennes s'inscrivent dans cette logique-là. Le frère burundais a donné un exemple qui est assez pertinent et sérieux. Il faut que les Maliens, quand ils vont vouloir sortir de leur transition, que les Maliens puissent nous proposer quelque chose sur le plan économique qui peut servir toute l'Afrique, quelque chose sur le plan monétaire qui peut servir toute l'Afrique. C'est pourquoi d'ailleurs, si d'aventure le Mali veut aller à une nouvelle monnaie, il ne faut pas qu'elle aille avec une monnaie qui a une connotation seulement malienne. Il faut qu'elle voie une monnaie qui va avoir une connotation beaucoup plus globale, une connotation africaine. Merci. Luc Michel, je vous retrouve pour votre mot de fin également en 2 minutes. La réponse doit donc être globale, encore plus, ou bien d'autant plus sur le plan économique et le plan monétaire. Si jamais cela se passe du côté du Mali, on a écouté Issouf Sirima, il faut que la réponse soit un peu plus globale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue, Luc Michel? Écoutez, le principal, c'est que les incendiaires, les pyromanes, ont quitté le Mali. Vous savez que le drame du Mali ne vient absolument pas du terrorisme. Il vient qu'à la suite de la destruction de la Jamaïque philippine en 2011. En 2012, les Français et les généraux américains d'Afrique ont tenté des scénarios à la libyenne en Centrafrique et au Mali. Et c'est eux qui ont transporté. Je suis d'accord avec le camarade malien. Ils ont transporté les Touaregs qui étaient au service de Kadhafi dans sa légion islamique qui avait combattu pour le libyen avec force, honneur et courage. Ils les ont transportés dans le nord du Mali avec armée bagages. Ils les ont fait traverser 3 pays. Et là, ils ont fait leur jonction avec des vrais terroristes, des gens d'Aqmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est cela qu'il faut constater, évidemment. À partir du moment où les pyromanes sont partis, il n'y a plus de risque que l'incendie reprenne. Et il faut bien entendu briser l'unité des gens de l'Azawad avec Aqmi et ramener dans le giron du territoire et du dialogue national les Touaregs qui sont des Maliens comme les autres. C'est cela la vérité de la situation. Maintenant, je dirais un dernier mot. Le Mali, ça ressemble un peu au sport préféré des Français, qui est le rugby et pas le football. Au rugby,
vous devez marquer un essai et puis vous devez le transformer. L'essai, il a été marqué en Centrafrique. Le ministre de l'Information, Yaloké, du gouvernement Touadéra, a déclaré ce matin que la Centrafrique, c'était le modèle panafricaniste du dialogue avec des partenaires sérieux, la Russie. Mais l'essai qui a été marqué en Centrafrique, il a été transformé au Mali depuis 6 mois. C'est cela la réalité. C'est pour cela que le combat des Centrafricains, il est indispensable du combat des Maliens. Les gens se souviendront que ce sont 2 fils de l'Afrique, le grand-fils Cossack Touadéra, le mathématicien, et le colonel Goïta, l'homme d'action. Luc Michel, Monoko Toali, on vous retrouve également pour sortir de cette édition d'Appel sur le continent. Réponse globale, mais on a écouté les avis des uns et des autres, également ceux des téléspectateurs, des exemples qui ont réussi, il y en a sur le continent, Monoko Toali. Oui, il y a effectivement des réponses, des exemples de réussi. On faisait allusion à la Côte d'Ivoire. Moi, je dis qu'effectivement, les contextes n'étaient pas les mêmes, sinon les Ivoiriens se sont mis debout face à la France et il y a eu une véritable guerre entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est à la dernière minute que la France a remporté la victoire. C'est pour dire que si on coordonne toutes ces actions, du point de vue politique, du point de vue militaire, du point de vue même des mentalités, ça pourrait aboutir. Ici, en interne, pour ce qui est le cas spécifique du Mali, il faut aussi encourager qu'en interne, tout le monde soit solidaire, tout le monde se retrouve autour de la transition, l'accompagner malgré les divergences pour mettre le Mali au-dessus et accompagner non seulement la transition, mais surtout accompagner l'armée malienne que la France est en train de malmener du point de vue communicationnel en parlant chaque fois des intermissions Wagner. Partout où on passe, c'est Wagner. C'est comme si la Wagner rendait fou aux autorités françaises parce que il n'y a pas un jour une interview qui ne se passe sans qu'on introduise le volet Wagner. Alors, la France est donc devenue folle de Wagner, mais pour ici, il faut que tout le monde soit solidaire, il faut que tout le monde se retrouve autour de l'armée et que le Mali soit au-dessus de tout et que les divergences soient aplanies, que tout le monde siffle dans la même trompette. Merci à vous, Monoko Toali. Merci à vous, Issouf Sirima. Merci également à vous, Luc Michel, d'avoir participé à cette édition d'Appel sur le continent. Nous sommes arrivés à son terme. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir. Restez sur Afrique Média dans quelques instants. Vous serez en compagnie de Christelle Wanji dans le cadre du Grand Journal africain. Quant à moi, je vous retrouve pour d'autres éditions, toujours sur la télévision panafricaine. Mesdames et messieurs, bonsoir.